Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e épisode de l'heure de fourche. Nous vous souhaitons une très belle année 2024 et on espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches. Et toi Marie, tu as passé de bonnes fêtes ? Mais oui, ma petite Déborah, ça a été. J'ai été gâtée par le Père Noël. Oh, ça c'est bien. Rentrons dans le vif du sujet immédiatement. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets, la santé mentale dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. Pour utiliser des termes exacts, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, définit la santé comme ceci. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. En effet, la santé mentale a une place de plus en plus importante dans notre société actuelle. Avant, elle était vraiment considérée comme tabou, mais on en parle de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des conversations entre amis, en campagne de sensibilisation. Bref, vous l'aurez compris, la santé mentale est devenue un pilier très important. Mais est-ce que l'on se penche assez sur la santé mentale dans l'enseignement ? C'est une très bonne question, Débo. Personnellement, je trouve qu'on se penche de plus en plus sur la santé mentale des élèves, ça oui, ne serait-ce qu'avec des campagnes de sensibilisation, harcèlement, décrochage scolaire, etc. Ah oui, depuis le Covid, au fait, ça a émergé. Totalement. Mais qu'en est-il des enseignants et des directions ? C'est pour ça que ça nous tenait à cœur de faire un épisode sur le sujet. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Les enseignants également font face à des défis importants. Le stress lié à la charge de travail, aux relations interpersonnelles et aux responsabilités professionnelles peut avoir des répercussions sur leur bien-être mental. Ces réalités soulignent le besoin de développer des stratégies visant à promouvoir la santé mentale également pour le personnel enseignant et pour aussi les directions d'école. Donc soulignons qu'à l'instar de ce qui est mis en place pour les élèves, des initiatives se créent aussi dans nos écoles pour le personnel enseignant. Le but ici est de nourrir la réflexion et qui sait, donner des idées. Du coup, tout à fait ma petite Déborah. Donc, le réseau Éducation et Solidarité et la Fondation d'entreprises pour la santé publique, en partenariat avec l'International de l'éducation et la chaire UNESCO Éducation et Santé, ont lancé en 2023 une deuxième édition du baromètre international de la santé et du bien-être du personnel de l'éducation. Autant vous dire que les chiffres étaient quand même assez alarmants. Donc en Belgique, les enseignants ne se sentent pas valorisés. Donc c'est pointé par plus de 90% des profs qui ont répondu. Ouais, c'est énorme. Énorme. Et cumulent beaucoup de stress causé par le travail pour près de 70% d'entre eux. Donc vraiment, on est à des chiffres assez hauts, quoi. C'est haut et en même temps, moi, ça ne m'étonne pas. Oui, je peux comprendre aussi. Plus d'un enseignant sur deux dit avoir arrêté le travail pour maladie dans les 12 mois avant l'enquête et 9 sur 10 affirment avoir travaillé en étant malade, le plus souvent pour ne pas lâcher les élèves et les collègues. Vous allez me dire quel genre de maladie ? La plupart du temps, c'est pour des raisons psychologiques dans 35% des cas. Sur une échelle allant de la moins bonne vie possible à la meilleure, 56%, donc plus de la moitié, se situe dans la moins bonne et 4% dans la pire qualité de vie qui soit. Une courte majorité avoue avoir des difficultés de sommeil et un fort sentiment de déséquilibre entre vie privée et vie pro, ce qui est énorme. Et ils ressentent souvent des sentiments négatifs très fréquents. Oui, tout ça c'est bien interpellant Marie et c'est pourquoi dans cet épisode nous accueillons Cécile Marcucci, coach et formatrice spécialisée dans l'amélioration du bien-être au travail, particulièrement dans le domaine éducatif. Cécile nous partagera son expertise sur les initiatives qu'elle met en place dans les écoles pour favoriser un environnement propice au bien-être. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Déborah, bonjour Marie. On est super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. C'est avec plaisir.
Alors, on va pas perdre 1 minute parce que sinon, le podcast va faire 2 heures. Comme d'hab avec nous. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel et personnel qui t'a conduit finalement à te spécialiser dans le bien-être au travail, en particulier dans l'enseignement, parce que c'est vraiment pas courant, quoi. C'est une folie qui m'a prise un soir de cours dans les auditoires à Louvain-la-Neuve lorsque je faisais mon master en sciences de l'éducation. Et là, je me suis dit, en fait, je vais devenir coach pour le bien-être au travail des enseignants. Ça vient de ma propre expérience de terrain. Quand on commence l'UNIF, on aborde des cas théoriques, des théories. On apprend à comprendre des phénomènes par différents angles d'analyse. Et donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, bien s'entendre avec ses collègues, c'est super important. Être bien au travail, c'est super important. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans pour faire ça, quoi. Et donc, j'étais au début de mon master. Et à ce moment-là, j'ai tout mis en place pour développer une certaine connaissance du bien-être au travail, des aspects psychosociaux du travail et bien évidemment du bien-être au travail en enseignement. Oui, bien sûr. Et j'en ai fait mon sujet de mémoire pour terminer mon master. Oui, donc vous êtes à 100% calé dedans, quoi. À 100% calé dedans, je ne sais pas, mais après, je suis sortie avec le master comme formatrice d'adultes. Maintenant, il fallait me spécialiser, donc je voulais être coach. Donc j'ai commencé par des formations en coaching, d'abord pour être coach individuel, puis coach d'équipe. Je me suis formée en coaching en gestion du stress et en prévention et en accompagnement du burn-out. Je me suis formée aux interventions systémiques et stratégiques dans les organisations. Et là, je suis en train de faire cette année le certificat universitaire en gestion de conflits. Et donc voilà, tout ça pour m'équiper au max et avoir une petite, même une grande valise bien pleine de connaissances, pleine de savoir-faire. Parce que moi, c'est vraiment intervenir qui m'intéresse, faire changer les choses, étudier. Il y a énormément d'études qui sont faites. Je vais pas réinventer la roue, mais à un moment donné, il faut ce lien recherche-terrain. Et moi, je suis ce lien, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que je me dis que c'est peut-être mon rôle. En tout cas, je sors petit à petit de ma coquille pour démontrer un peu mes compétences. Ah ouais, en tout cas, je trouve un rôle, une idée super merveilleuse que tu as eue. Parce que moi, tu es la première que j'entends, moi qui suis enseignante de formation et qui suis passée par le burn-out. J'aurais bien voulu croiser ta route il y a quelques années. Mais oui, chouette, vraiment chouette. Mais oui, pour te dire, tu es la seule. Mais j'ai été interpellée dans mon quotidien professionnel, des collègues qui sont d'excellentes enseignantes, qui perdent leur motivation. Quand les classes passent 2 ans par chez elles, c'est plus les mêmes élèves, ils sont plus turbulents, il y a moins d'organisation, ils n'ont pas appris comme il fallait. La collègue qui s'absente de plus en plus, et sans juger les gens et sans pointer du doigt, mais ça démontre un malaise. Et c'est vraiment ça que je me suis rendu compte. Moi-même, j'ai pu connaître des tensions avec des collègues, etc. Et donc, à un moment donné, en fait, quand tout ça s'aplanit, quand on crève les abcès, quand on prend soin des gens, quand on leur donne du soutien, on peut éviter qu'il y ait des absences, que des gens quittent le navire, évidemment. Mais il faut de la prévention et de l'information. Mais justement, ça me fait rebondir sur la prochaine question. Comment identifies-tu les signes de stress, de surmenage et de burn-out chez les enseignants ou les membres de la direction dans les écoles où tu interviens ? Mais déjà, quand j'interviens au niveau d'un groupe. Donc, évidemment, on ouvre toujours des espaces de parole, il y a des endroits pour que les gens puissent s'exprimer, etc. Et donc, ce qu'on entend, c'est que les gens perdent la motivation. C'est tous des signes, en fait, qu'on peut observer. C'est les changements de comportement, c'est la démotivation, c'est le désengagement, la lassitude. Des collègues qui pouvaient être là super tôt le matin, partir tard, ils sont là à 8h25 avant le début des cours, ils repartent à 15h15, ils ont la mallette devant la porte avant qu'elle s'ouvre. Et donc, tout ça, c'est des signes que ça ne va pas et qui ne sont pas heureux et épanouis. Et parfois, il y a des changements de comportement. Et c'est ça qui doit être doit interpeller, qui doit être pointé. Tout à fait. Et c'est des signes... je parle un peu personnellement. En fait, c'est au niveau de la prévention aussi que chez les enseignants, c'est aussi peut-être aller leur donner les signaux d'alerte avant de craquer. Tout à fait. Et en fait, le burn-out, c'est vraiment une spirale. D'abord, on va se blinder émotionnellement. Donc, on va commencer à finalement garder une certaine distance pour
excusez-moi les mots forts, mais pas trop souffrir. Et donc, c'est la première étape. D'abord, on se blinde émotionnellement, donc on va avoir moins de réactions ou bien des réactions excessives par rapport à certaines situations. Ensuite, on va commencer à s'isoler, à finalement... Voilà, c'est typiquement le collègue qu'on ne voit plus à la salle des profs, qui descend plus à la cantine, qui mange tout seul dans sa classe, qui part dès que la cloche sonne, qui participe plus à aucune activité de l'établissement, etc. Donc, c'est vraiment différentes étapes dans le burn-out. Et alors, la troisième étape, c'est quand on perd complètement confiance en soi, qu'on n'a plus du tout de motivation et ça atteint même l'estime de soi-même. Et à un moment donné, si on n'a pas entendu les signaux, parce qu'on a avant tout des signaux corporels, vous avez parlé de problèmes de sommeil, oui, bien sûr. on a des douleurs musculo-squelettiques, etc. Enfin, il y a plein de signaux. À partir du moment où on rentre en résistance, qu'on commence à utiliser, à finalement utiliser l'énergie et ne pas en prendre soin et à pouvoir la régénérer, eh ben, la batterie, elle se vide. Et donc, on passe par ces différentes étapes et on le voit quotidiennement dans les écoles et même dans plein d'endroits où on travaille. Il n'y a pas que dans l'enseignement, mais voilà, dans l'enseignement, c'est quelque chose qu'on remarque. Et si l'entourage, si les collègues, si la direction, qui sont eux-mêmes aussi dans cette spirale. Oui, bien sûr. Donc, quand on est le nez dedans, le nez dans le guidon, c'est parfois compliqué de voir et de se dire, tiens, tel va pas bien. Parce que finalement, dans une école, on est un grand groupe, mais après, on est chacun dans notre classe. Et donc, on peut très bien se cacher de tout ça. Et du coup, ça rebondit encore une fois sur ma prochaine question. Quelles sont les principales difficultés que tu observes dans le milieu éducatif en termes de bien-être, du coup au niveau toujours des enseignants et des directions? Déjà, si je comprends bien, une des premières difficultés, c'est de repérer chez un collègue ou autre son mal-être. Déjà, les premières difficultés, c'est que les enseignants et les directions qui sont d'anciens enseignants n'ont pas appris à prendre soin d'eux et ne prennent pas soin d'eux. Ce sont souvent des gens qui aiment prendre soin des autres, qui sont à fond investis à l'extérieur d'eux-mêmes, mais qui mettent de côté ce qu'ils peuvent ressentir. Il faut, je dois. J'ai reçu des témoignages où c'est j'en peux plus, mais bon voilà, je reprends lundi parce qu'il faut tenir, je dois tenir. C'est pour les élèves, c'est pour les collègues, on s'oublie complètement. Tout à fait, et surtout c'est mes élèves. Et là, les études le montrent pendant le Covid, etc. C'est là, dans la relation avec les élèves que les enseignants tiennent. Maintenant, on sait que c'est parfois de plus en plus difficile en classe avec les grands groupes, les comportements difficiles et tout ce qu'on nous demande. Quand parfois il y a même plus ce lien-là, qu'est-ce qui nous laisse encore tenir? On n'a pas de soutien des collègues, pas de la direction, pas du PO. Ça se passe même pas bien en classe avec nos élèves, alors que c'est le cœur du métier. Les enseignants, c'est pour ça qu'ils sont enseignants. C'est pour cette relation avec leurs élèves, cette relation pédagogique. Et finalement, de plus en plus, ils n'ont plus assez d'énergie pour faire ça parce qu'ils doivent la disperser à plein d'autres endroits. Comment conçois-tu un environnement propice au bien-être, du coup, et quelles sont tes premières actions que tu recommandes quand tu fais tes coachings et tes formations? Il faut savoir déjà que le bien-être au travail, il y a plusieurs dimensions au bien-être au travail. Si vous voulez, je peux vite les citer. Donc, il y a l'environnement de travail, la santé au travail, l'hygiène, l'embellissement du lieu de travail, l'ergonomie et les aspects psychosociaux du travail. Quand moi j'interviens en école, je ne suis pas conseiller en prévention, donc moi j'interviens au niveau psychosocial, donc j'interviens au niveau de là où il y a des relations, où il y a de l'humain, finalement, où il y a les effets psychologiques de l'aspect social du travail. C'est vraiment ça, les aspects psychosociaux. Et quand on voit, c'est quoi les aspects psychosociaux, parce que voilà, il y a aussi quelques petites dimensions dans les aspects psychosociaux, je vais juste vous les citer et vous allez me dire, tiens, en tant qu'enseignant, il y a finalement à différents niveaux où il y a des problèmes. Donc les aspects psychosociaux au travail, c'est les conditions de travail, c'est l'aspect relationnel au travail, c'est l'organisation du travail, c'est les conditions de vie au travail et le contenu du travail. Donc si on pense à ces différents éléments, les conditions de travail, la manière dont les horaires sont organisés, il y a des gens qui sont temporaires pendant 10 ans, 15 ans. Il y a une initiative récente sur Facebook qui est née parce que voilà, peut-être moins à Bruxelles, mais en tout cas, tout le temps en Wallonie, en tout cas, c'est ma perception, il y a plus de difficultés à pouvoir avoir un emploi fixe et on est dans des conditions temporaires, donc des conditions précaires pendant de nombreuses années en tant qu'enseignant. Donc ça, c'est l'exemple, la manière dont les horaires sont organisés, quand un enseignant est sur plusieurs écoles, qui doit voyager de l'un à l'autre,
c'est tout des exemples, des classes surchauffées, hein, on a tous connu ça, des classes où il fait 30 degrés été comme hiver, où le chauffage... ou le contraire. Moi, j'avais pas ça à l'école. Où le chauffage tourne à plein régime. Enfin voilà, moi j'ai à un moment donné... Pensée pour tous ces enseignants qui ont froid, très froid aussi. ou trop chaud là. Voilà, donc voilà, c'est des conditions basiques, hein, des classes avec de la mérule. Voilà, je m'excuse, hein, mais c'est une réalité. C'est la réalité. Voilà, tout le monde fait de son mieux avec ce qu'il a, que ce soit au niveau des enseignants, des PO, de la fédération, tout ce que vous voulez. Mais voilà, les enseignants, quand on voit les différents aspects psychosociaux, ben, ils sont pas beaucoup bien servis, quoi. Donc... Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un coaching ponctuel que tu as réalisé dans une école avec les résultats que tu as observés? Un coaching type, il n'y en a pas. Parce que les avantages du coaching, c'est pas de venir avec un PowerPoint tout fait. C'est sur mesure. Voilà, c'est sur mesure. En fonction de ce que la direction nous a dit au préalable quand on a préparé la journée au téléphone, mais finalement aussi parfois au moment même quand on arrive et finalement ce que les enseignants osent dire ou en tout cas qu'on arrive à installer suffisamment de confiance et de partage pour que finalement on soit tous dans l'authenticité. Et que tu cibles les besoins, je suppose, du coup. Oui, voilà, parce que le but c'est vraiment d'apporter un accompagnement qui répond aux besoins des personnes, mais toujours orienté solution, quoi. Donc on n'est pas dans la plainte et tout, donc on est là vraiment pour faire un diagnostic, identifier les pistes de solutions. Nous, en tant que coach, on apporte des grilles de lecture, un peu de théorie, on met les gens en exercice, on leur apprend à pratiquer l'écoute active, la communication non violente, d'être à l'écoute de leurs besoins. Et j'informe aussi souvent sur le burn-out, la prévention du burn-out. J'en profite quand ça arrive dans les demandes des enseignants, mais il y a toujours un petit moment où je me permets de faire... mon instant sensibilisation. Il faut. Oui, tout à fait. Dès que j'ai l'occasion, j'en profite. Quelles sont les astuces ou les idées que tu enseignes aux enseignants et aux membres de la direction pour favoriser leur bien-être au quotidien? Quels sont tes petits tips? Alors, mes petits tips, il y a souvent quelques outils qui reviennent quand même en formation. On a par exemple les cercles d'influence où là, c'est finalement identifier sur quoi on a prise, sur quoi on n'a pas prise et on met son énergie sur quoi on a prise. Donc, dans l'enseignement, on perd beaucoup d'énergie à s'énerver sur des trucs sur lesquels on n'a pas prise ou on peut avoir un petit peu d'influence, mais sur lesquels, finalement, ça sert à rien, dans lesquels ça sert à rien de mettre 100% de notre énergie. Il faut mettre son énergie là où ça nous porte et sur quoi on a du contrôle, quoi. Donc augmenter son contrôle, c'est vraiment un élément important pour améliorer le bien-être au travail. Donc c'est vraiment essayer de lâcher prise sur ce dont on n'a pas le pouvoir, en fait. Oui, tout à fait. S'accrocher sur ce qu'on peut vraiment changer, nous, en tant qu'enseignants. Oui, voilà, c'est ça. Un des exercices qu'on peut faire, c'est par exemple lister tout ce qui nous stresse et puis après les classer dans ces cercles d'influence. Donc il y a 3 cercles. Le cercle dans lequel j'ai 100% prise, le cercle sur lequel j'ai un peu d'influence et le cercle qui est hors de mon contrôle. Et finalement, à un moment donné, mettre dans ces différents cercles les différents éléments qui nous stressent et finalement s'occuper que ceux qu'on a mis dans le cercle à 100%. Et c'est sur ceux-là qu'on doit mettre notre énergie. Et finalement, s'énerver sur le plan de pilotage et du temps que ça nous prend et des réunions qui servent à rien. Okay. Le pacte d'excellence. Sur quoi on a prise? On a surprise sur notre travail au quotidien, sur comment nous on voit les choses, sur comment on peut fonctionner avec nos collègues, sur les demandes qu'on peut faire aussi finalement à l'institution ou à notre PO ou à notre direction ou à nos collègues. Et ça, c'est aussi important. Parce que finalement, des éléments, c'est de s'exprimer. Comment sensibilises-tu les directions d'école à l'importance du bien-être et à l'intégration de ces pratiques dans la culture scolaire? Déjà, il y a de moins en moins besoin de les sensibiliser parce que eux-mêmes, ils sont épuisés. Voilà, je vous utilise l'expression au bout du rouleau. Voilà, désolé, collègue directeur. Mais donc, voilà, ils sont pressés de tous les côtés par les enseignants, par les parents, par la fédération, par les PO. Et finalement, la pression ne fait que descendre d'étage en étage. Hein, Bien sûr. Et donc, comment je les sensibilise? À l'époque où j'étais conseillère PEDA, parce que j'ai été CSA pendant 1 an et demi, donc j'ai aidé à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de pilotage. Et vous imaginez bien que mon objectif d'amélioration du système éducatif, c'est l'OASE 7. Lui, c'est mon meilleur ami, amélioration du bien-être et du climat scolaire. Moi, j'ai pris bien-être,
pour ce que je voulais le comprendre. Et donc, moi, c'était à fond le bien-être des enseignants. Et finalement, quand on voit dans les plans de pilotage, quand on doit analyser le taux d'absence du personnel, et si on réfléchit aux causes du taux d'absence du personnel, c'était à ce moment-là qu'on pouvait sensibiliser. Et j'ai juste un petit exemple. Il y a une école que j'ai accompagnée. C'était une petite école. Enfin non, c'est quand même une grande école, mais qui avait plusieurs implantations, implantations dispersées. Et dans les petites implantations, les enseignants n'avaient même pas de pause sur le temps de midi. Parce que, voilà, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de surveillants. Et en fait, dans beaucoup d'écoles, et même quasi partout, c'est les enseignants qui font tourner la boutique. C'est eux qui comblent, c'est eux qui, finalement, ne font que pallier à ce qui manque. Donc, s'il n'y a pas de gens pour surveiller à midi, on va surveiller à midi. Mais donc, si on surveille à midi, quand est-ce qu'on va faire pipi? Quand est-ce qu'on mange? Il y a beaucoup d'enseignants où c'est les besoins même primaires qui ne sont pas respectés. On prend c'est pas manger, le temps aller aux toilettes, boire. Combien de fois faire pipi, c'est un élément. Quand on est enseignant, on apprend à avoir une vessie très musclée. Mais c'est incroyable. Oui, parce qu'on apprend à se retenir toute la journée. Désolée de ces exemples un peu. Mais c'est voilà, les plus parlants. On est dans les besoins primaires ici. Ouais. Et donc, plein de réunions se font sur les temps de midi. Donc, on ne mange pas dans le calme. Ce n'est pas un moment de détente entre collègues ou même seul dans sa classe si on a envie. Et donc, voilà, c'était mon exemple pour dire, grâce au plan de pilotage, ces enseignants ont eu une pause de midi parce qu'il y a un éducateur qui a été engagé par la commune, parce que c'était dans l'enseignement officiel, par la commune pour pouvoir permettre aux enseignants d'avoir ne fût-ce qu'une demi-heure de temps de midi et avoir un minimum... Ça, c'est une chance, hein. Oui, mais avoir un minimum de pause durant son temps de travail, c'est quelque chose qui est légal. Tout à fait. Et il y a plein d'éléments où, dans l'enseignement, finalement... comme les enseignants, ils mettent du cœur, font ça avec leur trip, ils comptent pas leurs heures, ils comptent pas leur investissement. Mais à un moment donné, l'énergie, elle est pas inépuisable, quoi. Et donc, à un moment donné, si on vient pas nourrir nos ressources, la balance est très, très compliquée, quoi. Comment travailles-tu avec les enseignants pour les aider à gérer le stress et à maintenir finalement cet équilibre entre vie pro et vie perso ? Déjà, j'en parlais là tout à l'heure, de l'équilibre entre les ressources et les contraintes au travail, parce que voilà, ce qu'on a comme contraintes au travail, je vais les lister, vous allez faire un petit check dans votre tête. To-do list. To-do list, on a donc comme contrainte au travail, on a la charge de travail, le contact avec les différents acteurs de l'école, des élèves, des parents, des collègues, etc. On a l'environnement physique, la pression du temps, la charge physique, la conciliation vie pro et perso, tu en parles toi-même, des changements organisationnels, une incertitude liée à l'emploi, des conflits au travail et une perte de sens au travail. Alors j'invite à tous ceux qui nous écoutent de faire leur petite checklist au niveau des contraintes au travail. Et donc voilà, il y a beaucoup de contraintes dans le métier d'enseignant. Et alors on peut faire ici, pour faire la balance, l'état des ressources, soutien de la hiérarchie, soutien des collègues, du feedback sur son travail, de la reconnaissance, de l'autonomie, de la participation aux décisions, des possibilités de s'épanouir, une sécurité de l'emploi, des tâches et des compétences variées, de la formation continue et des équipements et du matériel adéquat. À nouveau, je vous invite à faire la checklist. À quel niveau vous avez des ressources dans votre travail et faites un petit peu la balance entre les deux. Et le but, évidemment, c'est d'essayer de diminuer les contraintes et d'augmenter les ressources. On est vraiment dans cet équilibre-là. Et le stress et l'épuisement professionnel vient de ce déséquilibre entre les contraintes et les ressources. En fait, je comprends un petit peu là, mais c'est hyper compliqué parce que dans les ressources, quand tu parles de quelque part s'appuyer sur sa hiérarchie, donc sa direction et ses collègues, quand en fait sa direction et ses collègues sont déjà dans un état d'épuisement, comme on peut tous l'être dans le monde de l'enseignement, c'est compliqué de se raccrocher encore à eux oui, et sans parfois, vouloir être une charge quelque part. Oui, tout à fait. Et finalement, c'est parfois aussi ce qui fait tenir. Alors, en équipe, on passe en mode fusion, quoi. Donc là, à un moment donné, on passe en mode survie. Et c'est se soutenir. C'est finalement des moments qu'on peut passer ensemble, à rigoler, à se détendre. Et parfois, quand on prend pas le temps, ou parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on s'enfuit vite à la fin des cours, c'est des éléments, finalement, ok, on peut se dire mon équilibre vie pro et perso, mettre des limites, savoir dire non,
arrêter d'être le prof parfait, la mère ou le père parfait, la collègue ou le collègue parfait, le directeur ou la directrice parfaite. Ça, c'est aussi un élément qui, chez les enseignants, est très, très prenant. Ils ont un perfectionnisme. Vraiment, moi, j'appelle ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le syndrome du bon élève, quoi. Ah oui, j'ai déjà entendu. Ouais. J'ai un beau journal de classe et j'innove et j'ai une classe flexible et je fais des groupes. Oui, c'est super tout ça, mais au détriment de quelle énergie. Et puis parfois, c'est plus essayer de suivre la cadence que de réellement y trouver du sens pour soi, quoi. Donc parfois, on a aussi l'impression que on fait un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, mais finalement jamais rien de manière profonde. Et finalement, au final, on se trouve bon dans rien. C'est ça qui... Mais on ne renvoie pas l'image, très souvent, mais les enseignants sont comme ça aussi, on va voir ce qui colle pas. On va voir, comme on dit, ce qui mismatch. Donc voilà, il y a deux manières de faire. Il y a voir tout ce qui va, et donc là parfois ça peut aussi pousser à être dans le déni, mais il y a aussi finalement ce côté où on voit tout ce qui va pas. Et dans l'enseignement, on est beaucoup à toujours pointer ce qui va pas et à rarement pointer ce qui va. Après, je veux pas faire de généralité, j'ai pas été dans toutes les écoles de Belgique, mais voilà, en tout cas, je pense que ça parle à la réalité des gens et finalement à leur vécu dans l'enseignement, quoi. Est-ce que tu as dû faire face à des obstacles en promouvant le bien-être dans les écoles? Est-ce que tu as réussi à les surmonter s'il y en avait? Quand j'arrive dans les écoles, c'est parce qu'on a demandé que j'arrive. Donc, soit c'est parce qu'on a un objectif en lien avec le bien-être et le climat scolaire, et donc on a déjà des idées d'action, ou en tout cas, une des actions, c'est de faire venir un coach et on aide à analyser et à trouver des solutions. Les obstacles que j'ai plutôt trouvés, c'est pour pouvoir arriver aux écoles pour donner des formations. Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce que voilà, il faut répondre à des marchés publics pour pouvoir être référencé dans les catalogues. Il faut finalement... il faut pouvoir demander du soutien, etc. Et puis, toutes ces démarches, souvent, on vous envoie un dossier qui vous explique la démarche à faire pour compléter le dossier de subvention et des choses comme ça. Donc voilà, les obstacles, ils sont plus dans l'organisation des choses et à pouvoir finalement faire mon métier et intervenir dans les écoles. C'est plus en amont, quoi, de ton intervention dans les écoles. Oui, parce que, oui, évidemment, on va parfois avoir des gens qui ont une certaine résistance au changement ou qui se disent « Oh, encore une formation, ils vont nous donner un PowerPoint, ça va servir à quoi? Encore une... » Voilà, désolée de faire ce bruit-là, mais vous avez compris l'idée. Très bien, ouais. On sait ce que ça... Voilà, on sait comme parfois. Et puis, comme on est coach, comme je suis coach, le discours qu'on a, ils voient que c'est du sur-mesure. On essaye de répondre vraiment au max à leurs besoins. On peut avoir une journée préparée et la foutre au bac parce que finalement, ce que la direction nous a demandé et ce que les enseignants veulent vraiment travailler avec nous, c'est pas toujours la même chose. Ou parfois même la direction n'est pas consciente du mal-être de ses enseignants. Mais comme on a dit, parce que finalement, chacun mène sa barque, la tête dans le guidon et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. C'est un peu comme ça on en arrive à fonctionner maintenant. Quelles sont tes recommandations pour les écoles qui souhaitent intégrer des pratiques de bien-être dans leurs établissements, tant pour les enseignants, encore une fois, que les directions? Déjà, si c'est possible, quand il y a une bonne ambiance, c'est de pouvoir se soutenir. Parce que, voilà, il y a parfois beaucoup de jugements ou de clans ou de rapports anciens-vieux, anciens-jeunes. Oui. Où on dit quand on arrive, ah oui, mais moi quand j'ai commencé, c'était aussi comme ça. Mais ça fait 30 ans, t'es toujours frustré. Pourquoi est-ce que moi je dois le vivre? Donc finalement, c'était comme ça, on a vécu ça, toi aussi tu vas vivre ça, parce que finalement c'est une sorte d'intronisation dans le métier d'enseignant, il faut souffrir, il faut en baver, et tu dois finalement montrer que tu as envie de rester, et finalement les gens ils n'ont pas envie de rester. D'accord, on voit bien, ça fait des années qu'il y a ces études. Dans les 5 premières années d'enseignement, il y a énormément de fuite de la profession. Il y a vraiment un problème de pénurie d'enseignants. Avec la réforme de la formation initiale, on va se retrouver pendant une année scolaire où il n'y a personne qui sort des études. Donc, voilà quoi. Mais compliqué, quoi. Ceux qui sont encore sur le terrain vont pallier, parce que ils font tourner la boutique, ils doivent faire tourner la boutique et ils veulent faire tourner la boutique parce que finalement, un enseignant, il n'est pas enseignant pour rien. Il aime l'école, il aime ses élèves, il aime son métier.
Les recommandations, évidemment, donc déjà se soutenir, pouvoir parler, et puis finalement se renseigner et s'informer. Il y a la médecine du travail, il y a les conseillers en prévention, il y a les personnes de confiance. Voilà, c'est légiféré en Belgique, le bien-être au travail est légiféré. J'ai des témoignages d'enseignants qui se sentent harcelés, qui vivent vraiment des gros problèmes de violence avec des élèves, avec des parents, pour toutes ces choses-là, et même pour le reste. Ça, c'est des choses, disons, graves, pour lesquelles il faudrait que des choses soient mises en place et finalement décidées. Mais voilà, de la médecine du travail, le conseiller en prévention, aspects psychosociaux, il peut vraiment accompagner les équipes à faire un diagnostic, à identifier des pistes de solutions pour améliorer les choses. Il y a les équipes mobiles aussi qui interviennent dans les écoles. Donc voilà, il y a des professionnels qui existent pour vous aider dans ces aspects-là. Et certains sont disponibles sur catalogue, certains pas. Il y en a qui sont aussi subventionnés. Et puis la médecine du travail, ça c'est votre employeur qui met ça à votre disposition. Donc ça c'est gratuit. Les informations se trouvent dans votre règlement de travail et auprès de votre syndicat. N'hésitez pas à vous informer sur le site du SPF Emploi. Je vous invite vraiment à vous informer et à connaître vos droits et vos devoirs en matière de bien-être au travail, car c'est finalement par innocence, entre guillemets, ou naïveté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est finalement par manque de connaissances sur le sujet qu'on se laisse un petit peu trimballer dans tous les sens et passer à la moulinette. Et finalement, vous avez des devoirs, mais vous avez aussi des droits. Alors certains les connaissent très bien, mais finalement, on parle de droits au niveau de la santé au travail, et ça, c'est vraiment un élément très important. D'ailleurs, il y a un site internet, je pense, qui est édité par le SPF Emploi, qui est se sentir bien au travail ou être bien au travail. On mettra le lien dans le petit descriptif de l'épisode. Merci beaucoup. Et enfin voilà, il y a énormément d'informations qui sont en ligne, et notamment un outil de détection précoce du burn-out, et que je vous invite vraiment à aller faire votre petit check-up et puis aller voir votre médecin traitant si vous sentez que vous en avez besoin, car c'est lui votre premier allié de votre santé. Également, toi, tu as lancé le baromètre. Oui, c'est donc oui. Je n'avais rien à faire. Je n'avais rien à faire samedi soir. Veille de retour un samedi soir. Veille de retour de congé scolaire. Non, c'est une idée que j'ai depuis plusieurs mois même. Mais bon, voilà, tout ça est à titre bénévole, bien évidemment. Et il faut qu'à un moment donné aussi, je puisse gagner ma vie. Bien sûr. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est mon initiative que j'ai relancée. Donc j'avais créé un baromètre à l'époque où j'avais eu un stand au Salon Éducation en 2021. Et là, récemment, au journal télévisé, de nouveau, oui, les résultats PISA sont pas bons. Et une des raisons, c'était l'absentéisme des enseignants. Mais à aucun moment donné, on se pose la question de pourquoi les enseignants sont absents. Et ça m'énerve. Et donc là, je m'étais dit, en plus, il y a deux gros sites, en tout cas, moi, je connais deux gros sites d'enseignants sur une plateforme avec un F bleu ou blanc sur fond bleu. Je sais pas si on peut faire de la promotion. Et donc, voilà. Et donc, dans ces deux groupes, il y a énormément d'enseignants. Et donc, j'ai lancé ça samedi soir. J'ai fait un petit descriptif. J'ai dit, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout du bien-être au travail des enseignants. Moi, pas. Il y a plein de gens qui, ici, témoignent d'une souffrance au travail. Eh ben, moi, je vais... est-ce que je crée une adresse mail pour que vous puissiez vous exprimer, ou est-ce que je reste toute seule dans mon délire? Et en fait, j'ai eu énormément de soutien sur ces deux groupes. Et donc, l'adresse mail, si vous voulez témoigner, est donc disponible. C'est restezenseignant@gmail.com, enseignant au singulier, évidemment dans le respect de l'anonymat et des RGPD. Bien sûr. Et le baromètre, lui, justement, il mesure les contraintes et les ressources au travail, l'implication au travail, son niveau de stress durant les 7 derniers jours, enfin plein d'éléments. Et il y a aussi des questions ouvertes sur lesquelles vous pouvez vous exprimer. Donc, je vous invite vraiment à participer. Le but de récolter toutes ces informations n'est pas du tout à but lucratif. C'est vraiment de récolter du matériau pour pouvoir, je ne sais pas encore quoi, mais pouvoir diffuser à plus grande échelle, sous quelque forme que ce soit. J'ai plusieurs idées, mais peut-être que je reviendrai pour en parler. Bien sûr, on t'invitera. Merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, je me dis, oui, il y a plein d'études, mais il me faut du brut, il me faut du vrai, il me faut des témoignages. Voilà, il y a ce que j'entends dans les écoles, mais il me faut des choses à pouvoir analyser et à pouvoir transmettre, évidemment, bien sûr, totalement de manière anonyme, évidemment.
Donc n'hésitez pas à partager votre témoignage à l'adresse email que Cécile a donnée et qu'on mettra également en description. Tout sera en description comme d'habitude. Alors, dernière petite question pour toi, Cécile. Comment envisages-tu l'avenir de l'éducation en termes de bien-être et quelles sont les évolutions que tu souhaiterais voir se produire dans les écoles, dans un monde parfait? Alors, dans le monde parfait, le changement, il ne se fait pas qu'au niveau des écoles. Il se fait au niveau de tout le système. Donc là, on est bien d'accord. Il me faudrait une baguette magique et 1000 ans devant moi. On est bien d'accord. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de considérer les enseignants. Et finalement, ok, oui, il y a des tirs au flanc. Oui, il y en a qui profitent du statut de fonctionnaire. Mais la majorité, la plupart, ils sont dévoués. Ils en veulent à fond. Ils aiment leur métier. Mais finalement, on en arrive à les dégoûter de leur métier. Ils n'en peuvent plus. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir les écouter et en prendre soin. Mais ma recommandation principale, c'est de dire aux enseignants de commencer à prendre soin d'eux aussi. Parce que voilà, on n'a qu'une seule santé et personne n'est irremplaçable, quoi que vous en pensiez. Et vos élèves survivront et ils seront bien plus heureux si vous êtes bien dans vos baskets et si vous êtes heureux. Parce que c'est ça aussi qui me mène à être coach, en bien-être au travail des enseignants. C'est qu'un enseignant bien dans ses baskets rendra ses élèves heureux aussi. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Juste un truc à dire, c'est super. Merci beaucoup pour toutes tes pistes d'idées, tes conseils et ton expertise. Enfin, on voit vraiment que c'est la passion qui t'anime, quoi. Oui. Alors, on est ravis de t'avoir eu dans notre épisode, vraiment. C'était un plaisir. On espère avoir pu donner des pistes d'action aux différents acteurs qui nous écoutent et actrices, et surtout avoir contribué à la réflexion sur ce sujet plus qu'important. Merci Marie, merci Cécile. Merci. Oui, merci pour tous tes beaux messages, en tout cas hyper positifs. Ah mais je ne suis que positivité, moi. C'est souvent ça qu'on me dit dans les écoles, ton dynamisme, ta positivité, ils repartent boostés quand je suis passée dans leurs écoles. C'est trop bien. Et tout de suite, on se retrouve pour la rubrique Bon Plan. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Pour cet épisode dédié à la santé mentale des directions et des enseignants, j'avais envie d'apporter mon petit geste du colibri, faire ma petite part en vous parlant d'un livre soutenant, aidant et personnalisable pour chacun au quotidien. Alors, il s'appelle Booster et c'est un livre de Anne Evrard qui est l'autrice aussi du Guide du Burnout chez Albin Michel. À qui est destiné ce livre, Débo ? Alors en fait, Booster s'adresse à tout un chacun qui veut préserver sa santé physique et sa santé mentale, se sentir plus en forme dans son corps et dans sa tête et pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Alors on peut retrouver plein de trucs et astuces ainsi que des méthodes pour se mettre en mouvement et tenir dans la durée. Alors comme Anne le dit si bien dans son livre, oui mais c'est encore un énième livre sur le développement personnel. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais ouais, sur comment prendre soin de soi, on sait déjà tout ça. Donc oui, effectivement il y a des choses que l'on sait et peut-être qu'on ne fait pas. Et puis elle s'étonne elle-même qu'en fait finalement il y a des méthodes, des astuces qui pourraient changer nos journées qu'on ne connaît pas. Pour nous organiser, pour gérer nos émotions, pour rester concentrés, pour faire le tri dans toutes les informations qui nous viennent sur une journée. Dans son livre Booster, Anne nous informe d'abord sur la théorie des petites cuillères pour mettre en place notre plan d'action individuel. C'est que la théorie des petites cuillères, tu peux nous en dire plus ? Bah oui Marie, évidemment. Donc Anne Evrard nous explique la théorie des petites cuillères de Cristina Miserandoni. Elle compare notre énergie quotidienne à des petites cuillères. Donc imaginez, chaque matin vous vous réveillez et vous avez un capital de 50 petites cuillères d'énergie. Ça c'est quand tout va bien. C'est déjà pas mal. Et au fil de la journée, chacune de vos actions, de vos tâches, grignote ce capital à des degrés différents. Par exemple, 2 cuillères pour répondre à un email, 3 pour une réunion, 2 pour prendre votre douche, 2 pour prendre le repas. Mais ce qui rend cette métaphore puissante, c'est la réalité changeante de nos réserves. Aujourd'hui, vous pourriez avoir 50 cuillères, mais demain, à votre réveil, ça pourrait être différent. Peut-être que vous vous réveillerez seulement avec 45 cuillères, selon votre état de fatigue ou d'épuisement. Donc il convient donc, et c'est crucial même, de dépenser notre énergie avec sagesse, de manière consciente, faute de quoi nous risquons d'arriver à l'épuisement.
Donc imaginez-vous, métaphoriquement parlant, devoir vous faire ramasser à la petite cuillère. Le bien-être, selon Anne Evrard, se construit au quotidien en prenant soin de notre précieuse réserve d'énergie. Alors, comment gérez-vous vos petites cuillères, votre quotidien ? C'est une réflexion qui pourrait bien changer la façon dont nous abordons chacun notre bien-être. C'est vrai, moi je connaissais pas du tout et je trouve ça super sympa en fait. Oui, et il y en a même qui, c'est la métaphore des petites cuillères, mais qui du coup ont dans leur poche vraiment des espèces de graines, style des fèves dans leur poche. Et chaque fois qu'ils font une action, ils changent de poche. Et donc, il faut se retrouver à la fin de la journée, soit avec suffisamment de fèves ou qu'il nous en reste encore, quoi. Mais Voilà, encore un petit truc. Alors, Booster nous donne le mode d'emploi vraiment pour établir notre plan individuel, petit pas par petit pas, vraiment pour prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Ce livre ne se veut pas linéaire, il est à s'approprier, à compléter en piochant ce qui nous parle le plus à travers les différents thèmes, comme le sommeil, l'alimentation, les boissons, l'activité physique, le cerveau, le temps de récupération, l'organisation au travail, etc. En fait, ce livre, c'est une boîte à outils pour prendre soin de soi. Oui, tout à fait. C'est un guide vraiment pratique et ludique pour le bien-être au travail et son bien-être global. C'est un livre compagnon dans lequel on revient régulièrement pour se rappeler les bons gestes, pour ajuster, pour prendre soin de soi. Un livre qu'on peut offrir, mais surtout qu'on peut s'offrir. C'est important. Oui, offrir à son équipe, à un collègue, à sa classe. Anne et son équipe proposent aussi des conférences et des ateliers aussi dans les équipes éducatives, mais aussi pour les étudiants. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler peut-être dans un prochain podcast ou peut-être même dans l'entrée libre. Mais franchement, c'est super sympa. Merci pour ce bon plan, Déborah. Maintenant, tu vas nous parler d'un sujet qui nous interpelle tous et qui est une quête. C'est un peu mystérieux. Qu'est-il ? Alors, c'est le bonheur, bien évidemment. Donc, plongeons dans une expérience ludique et enrichissante avec le jeu « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Un jeu conçu pour tous les âges à partir de 7 ans. Ce jeu promet des moments de partage, de rire et de développement personnel. C'est un beau programme. Comment on y joue ? Alors, il faut lancer le dé et se laisser guider par l'une des 6 couleurs, chacune représentant une catégorie d'activités liées au bien-être. Alors, qu'on y joue seul, en famille, entre collègues ou en classe, ce jeu offre une variété d'expériences pour développer son intelligence émotionnelle. Donc, le jeu comprend des cartes défis, missions et moments de partage, chacune associée à une citation inspirante ou à une petite anecdote, le saviez-vous, sur le bonheur. Et les thèmes abordés incluent la communication, l'autorisation de rêver, la bienveillance envers soi-même et les autres, et la sortie de sa zone de confort. Mais c'est super pour diffuser du bonheur, du rire, créer du lien, se connaître et connaître les autres. Oui Marie, c'est quoi le bonheur pour vous ? C'est vraiment un jeu polyvalent qui convient à différents contextes sociaux et à un large public. Il est varié, du rire au défi, en passant par les moments de réflexion. Chaque partie offre une diversité d'expériences et pour intégrer les principes du jeu dans notre vie quotidienne, un petit livret personnalisable y est inclus. C'est une invitation à explorer le bien-être sous un nouvel angle. Franchement, j'aime beaucoup. Oui, c'est quoi le bonheur pour vous ? Offre une approche ludique du développement personnel et apporte des moments de bonheur partagés et inspire à cultiver une vie épanouissante. Que du positif, ça fait du bien. Totalement, on en a besoin. Pour finir, je pense que tu voulais revenir sur le baromètre international de la santé et du bien-être du personnel de l'éducation dont je vous ai parlé en début d'épisode. Oui Marie, les chiffres étaient assez consternants pour en donner encore quelques-uns. 40 heures de travail par semaine en moyenne, une évolution de carrière insatisfaisante pour 67% du personnel éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles, des relations sociales jugées positives avec les collègues et les élèves, ça c'est quand même 90%, donc ça c'est du positif. Et on prend le manque de valorisation du métier dans la société très marqué chez nous, 95%, là ça fait mal, avec une satisfaction professionnelle modérée. Et malgré ces défis, la majorité des personnels choisira à nouveau leur profession, ce qui témoigne du dévouement, de l'engagement et de la passion des personnels de l'éducation pour la profession qu'ils aiment et dont le monde a cruellement besoin. Ça c'est sûr. Oui. Alors si les résultats de l'enquête vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir le lien dans notre descriptif de l'heure de fourche. Mais je voulais ici surtout signaler qu'il y a aussi une boîte à idées à suggestion pour améliorer la santé et le bien-être du personnel éducatif. C'est un petit questionnaire de 5 questions pour environ 5 minutes de votre temps
que nous savons évidemment bien précieux. Donc n'hésitez pas à aller partager vos idées, vos solutions et à donner votre avis. Oui, n'hésitez pas non plus à partager votre vécu avec notre invitée Cécile Marcucci en allant voir sa page Facebook Restez enseignant. Merci beaucoup Déborah pour tous tes bons plans. Avec un immense plaisir, à bientôt et surtout prenez bien soin de vous en 2024. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Alors, après la santé mentale à l'école et plus particulièrement du personnel éducatif, la transition est toute faite pour cette seconde partie de votre épisode de l'heure de fourche, car on va désormais parler des centres PMS, avec toute la réflexion qui a accompagné le projet Darwin 21, un projet qui doit leur permettre de réinventer leur fonctionnement pour mieux s'adapter aux défis actuels, comme vont nous l'expliquer Gérald et son invitée Hélène Genevroy. On va en effet s'intéresser en détail au projet Darwin 21, un projet lancé en juin 2022 par la direction des centres PMS du CEGEC et qui aboutit après un an de réflexion et de travail à un modèle de fonctionnement pour les centres PMS dans le difficile contexte du XXIe siècle. Pour en parler, on accueille Hélène Genevroy, conseillère à la direction des centres PMS et qui a activement travaillé à ce projet. Bonjour Hélène. Bonjour Gérald. Alors on va commencer directement, allons dans le vif du sujet, mais avant ça peut-être quand même un petit mot sur Darwin 21. À quoi est-ce que ça fait référence ce nom ? Eh bien, comme ça a été précisé dans l'introduction, ce projet portait sur le fonctionnement des équipes PMS et plus particulièrement sur les pratiques qui font évoluer leur travail pour répondre aux difficultés actuelles. Donc on a choisi Darwin en référence à la théorie de Charles Darwin qui dit que tout organisme vivant est en perpétuelle évolution et 21 pour signifier l'ancrage des centres PMS dans le 21e siècle. Oui, un 21e siècle qui est plein de défis pour les centres PMS, avec d'un côté les trop nombreuses retombées de la pandémie. On sait qu'il y a eu une explosion des demandes au niveau des élèves, etc. Ou encore la réforme des centres PMS, ça c'est un petit peu moins connu, mais c'est une réforme qui est annoncée de longue date, mais qui traîne beaucoup, qui est reportée à la prochaine législature, si je ne dis pas de bêtises. Ces deux événements, c'est un petit peu ça qui a lancé le projet, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les centres PMS sont en attente d'une réforme depuis plusieurs années, réforme qui doit être notamment structurelle et réforme de mission, et qui doit s'inscrire dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. Et en fait, ce qui met les centres PMS à mal dans leur travail de collaboration avec les établissements scolaires, c'est qu'aujourd'hui, les écoles disposent toutes de leur plan de pilotage, alors que les centres PMS, en absence de réforme, doivent continuer de s'adapter. Et donc, initialement, il était prévu que les réformes écoles et centres PMS soient concomitantes, mais force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et puis, comme vous le dites, la pandémie Covid et les confinements ont eu de grands impacts sur les jeunes, notamment au niveau de leur santé mentale. On vient d'en entendre parler juste avant. Et puis, depuis la sortie de la crise Covid, les demandes auprès des centres ne cessent d'augmenter. Les situations sont de plus en plus compliquées à gérer. Les services relais sont eux aussi saturés de demandes. Et donc, c'est autant de facteurs qui rendent le travail PMS de plus en plus compliqué. Et ce sont des facteurs face auxquels il faut pouvoir s'adapter. Et donc, les centres PMS doivent se réinventer, trouver des stratégies pour continuer leur travail au bénéfice de tous les élèves, de leurs familles, pour continuer le travail auprès des écoles partenaires et pour continuer le travail en collaboration avec les services extérieurs. Donc l'idée centrale du projet, que je trouve très intéressante, c'est que vous êtes parti des préoccupations des centres PMS sur le terrain et de ce que certains avaient déjà mis en place pour construire peu à peu ce modèle Darwin 21. Oui, parce que le travail PMS, ce sont les équipes et les agents, évidemment, qui le mènent au quotidien. Donc c'est au départ de leurs préoccupations, de leurs constats de terrain, que le bureau de la direction des centres PMS au sein du CEGEC a souhaité réagir et qu'un travail de réflexion s'est développé par le biais du projet Darwin 21 pour aider les centres à faire face à ces complexités qui sont liées au contexte actuel. Et puis c'était important de faire prendre conscience aux équipes PMS qu'elles pouvaient être la solution, qu'elles pouvaient elles-mêmes être la solution, qu'elles avaient des ressources, qu'elles avaient des idées pour s'adapter au changement. Et donc, c'était essentiel que le contenu du modèle vienne aussi des équipes elles-mêmes. Pour ça, on a organisé des récoltes de pratique auprès des directions, auprès des agents. On a questionné les équipes sur les adaptations qu'elles ont déjà opérées pour répondre à l'évolution du métier. On a collecté tout ça et on a ensuite trié toutes ces réponses pour ne garder que l'essentiel, le pertinent et l'adaptable. Donc en somme, Darwin 21 est avant tout un modèle qui concerne l'organisation et le fonctionnement des centres PMS. Mais quels sont les grands axes qui ont présidé à sa construction ?
Oui, c'est une sorte de recueil de pratiques, donc qui concerne différents pans du travail PMS. Et donc le modèle est composé d'un certain nombre de thématiques du travail PMS en son cœur. Et donc, par exemple, la visibilité et l'accessibilité du service, la priorisation des actions, la négociation avec les écoles, le travail en équipe, la collaboration avec les partenaires, l'importance du collectif et de la prévention dans les activités PMS, la place et le rôle aussi de l'agent PMS, par exemple en conseil de classe au sein des écoles, l'évaluation des activités, etc., etc. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les développer ici. Il y en a une trentaine au total, je pense. Et puis, il y a aussi des thématiques davantage fonctionnelles qui concernent l'équipe, qui sont en fait des thématiques soutenantes de l'ensemble du modèle et qui sont relatives, par exemple, aux nouvelles technologies et à leur utilisation, à l'organisation des bureaux dans les centres PMS, à la communication en équipe ou, par exemple, encore au bien-être au travail. Tu l'as dit, il y a beaucoup de facettes dans ce projet, oui. Mais si on tente de le résumer, qu'on présente ce modèle comme un modèle de fonctionnement solidaire, co-construit et qui se veut donc comme une aide et un support au bon fonctionnement des centres PMS, est-ce que c'est correct ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le projet, au départ, visait 3 objectifs bien définis qu'on est, je pense, parvenu à rencontrer. Je peux vous les citer rapidement si vous... Tu veux bien. Si tu veux, si tu veux. Donc, la première, c'était élaborer un modèle de fonctionnement pour les centres PMS du 21e siècle. Donc, un modèle qui soit à la fois opérationnel, réaliste, légitime et adaptable et qui tienne compte de l'existant et du contexte actuel et à venir. Donc ça, on l'a dit, le modèle de fonctionnement, il a été élaboré, c'est bon. Le deuxième objectif, c'était identifier et mutualiser les pratiques et les actions prises par les centres pour s'adapter au contexte. On a dit, on est parti de leurs pratiques, donc ça a été réalisé aussi. Et troisièmement, renforcer une dynamique de solidarité et d'interaction entre la direction des centres PMS au sein du CEGEC et les centres, et entre les équipes elles-mêmes. Et cet objectif-là, ce troisième objectif, a été rencontré lors de la journée intercentre qu'on a organisée en novembre dernier. Ok. Et aujourd'hui, le souhait de ce modèle, c'est qu'il puisse susciter la réflexion des équipes autour de leurs pratiques et de leur fonctionnement pour évoluer, pour rebondir, et que les équipes puissent s'emparer du modèle, s'en inspirer pour créer leur propre cadre de fonctionnement. Donc ici, Hélène, tu nous as bien teasé tout le projet Darwin 21 dans son entièreté. Il y a quand même une caractéristique dont on n'a pas encore parlé, mais qui est importante, c'est le caractère non contraignant de ce modèle, autrement dit, non obligatoire. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé modèle de fonctionnement. Le but n'est pas d'imposer une façon de faire qui serait globalisée à l'ensemble des centres PMS libres. De toute façon, on n'en a ni le pouvoir ni l'envie. Et donc les réalités de travail sur le terrain sont différentes en fonction des zones géographiques, en fonction du public scolaire, en fonction des projets mis en place dans les écoles, en fonction du réseau de partenaires qui existe dans la région, en fonction aussi de la composition de l'équipe PMS. Il y a énormément de disparités entre les centres PMS et c'est aussi ça qui en fait sa richesse. Et donc, ce n'était pas le but de contraindre les équipes dans un mode de fonctionnement qui ne leur conviendrait pas. Oui, c'était important de le signaler, oui, je pense. Tout à fait. Alors ici, on a eu beaucoup de théories, finalement, les grands axes du projet, etc. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de bonnes pratiques qui a été mise en place par un centre PMS et qui, finalement, a permis de construire petit à petit ce modèle ? Oui, ce sera une idée parmi d'autres, parce que des idées, il y en a énormément. Les centres PMS regorgent d'idées. Mais s'il ne faut en citer qu'une, une pratique qu'on a vraiment trouvée géniale et qui existe à plusieurs endroits dans plusieurs centres PMS, c'est une façon, entre guillemets, toute simple, d'allier à la fois la visibilité du centre PMS dans les écoles, même quand les agents n'y sont pas physiquement présents, donc allier la visibilité et le soutien à la parentalité. Et les centres ont mis en place des fiches qu'ils appellent astuces parents et qui sont apposées dans les écoles fondamentales parce que ce sont des fiches qui s'adressent surtout aux parents de jeunes enfants, d'enfants scolarisés dans l'enseignement fondamental. Et donc, ils apposent ces affiches dans des lieux accessibles aux parents. Et ces fiches évoquent toutes les dimensions abordées par le centre PMS. Par exemple, le langage, le développement de l'enfant, la santé, les apprentissages, les émotions, l'aspect relationnel, etc., etc. Et donc, ces fiches ont pour but d'informer, de conseiller les parents sur des sujets qui concernent leurs enfants au niveau de leurs besoins,
de leur fonctionnement, de leur évolution. Mais comme je vous le dis, c'est un exemple parmi plein d'autres. On a collecté des pratiques et des activités vraiment très intéressantes. Les centres regorgent d'idées innovantes. C'est très riche. En parlant d'idées innovantes, revenons un peu sur la journée du 23 novembre dernier. Ce jour-là, c'est toute l'équipe de la direction des centres PMS qui conviait les centres à prendre connaissance du projet Darwin 21, avec au programme pas mal d'ateliers qui étaient organisés après la présentation globale du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment ils se sont déroulés ? Oui, alors en fait, on a souhaité organiser un événement, donc lors de cette journée du 23 novembre, un événement intercentre, donc qui réunisse un maximum de centres PMS libres possible, et que ce soit un événement porteur et convivial, qui soit à la fois la clôture du projet Darwin, mais aussi une opportunité de rebondir, le lancement d'une suite. On ne sait pas encore laquelle exactement, mais voilà, on souhaite rebondir. On a donc invité les 90 équipes de centres PMS à participer à une journée de réflexion autour des thématiques qui composent le modèle et dont on vient de parler un petit peu avant. Et plus de 200 membres du personnel étaient réunis à cette occasion. Donc c'était un chouette moment, un grand succès. Et l'objectif de la journée, c'était de mettre les agents en réflexion sur la question « Comment initier le changement dans mon centre PMS ?» en partant des thématiques développées dans le modèle. Et donc, c'est sans doute ça que tu évoques quand tu parles de table de discussion, d'ateliers, etc. Ouais. Exactement. Et quand j'ai assisté justement à ces discussions autour des tables avec les agents, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que finalement, tous les centres sont confrontés à des réalités bien différentes, avec des idées parfois impossibles à mettre en place parce que voilà, il y en a certains qui ont leurs locaux propres, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui sont au centre des écoles, d'autres qui n'en seront pas, qui sont un petit peu délocalisés, même si dans la globalité, ils sont assez proches. Mais donc l'idée, c'était aussi qu'ils puissent échanger autour de toutes ces idées et se dire ça je prends pas. Enfin bref, continuer la réflexion, quoi. Oui. On vient de le dire, les réalités sont très très différentes d'un centre à l'autre. Et généralement, les équipes sont demandeuses de pouvoir échanger sur leurs pratiques, confronter leur mode de fonctionnement avec celui des autres, se transmettre des idées, des actions qui fonctionnent bien et qui pourraient être utiles pour d'autres collègues. Ils aiment bien ça, en général, les agents PMS se retrouver pour parler de ça. Et donc, oui, parce que même si les agents PMS font fondamentalement tous le même travail et qu'ils vivent les mêmes difficultés sur le terrain, ils n'ont pas tous la même façon de mettre en œuvre leurs actions ou de répondre aux besoins. Et donc, organiser une journée comme ça leur permet de sortir de leurs urgences quotidiennes pour vivre une réflexion avec des collègues venus d'autres régions. Et donc, c'est souvent bénéfique et ressourçant pour eux. Dernière chose importante à signaler, les travaux réalisés au cours de cette journée du 23 novembre, ils feront l'objet d'une analyse et ils viendront encore nourrir le projet Darwin 21 pour vraiment le finaliser. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus à ce niveau-là ? Oui, en fait, c'est vrai que chacune des tables de discussion abordait une thématique du modèle de fonctionnement. Et donc, la consigne qu'on avait donnée aux participants, c'était de répondre aux questions par écrit pour nous permettre, à nous, équipe de la direction des centres PMS au sein du CEGEC, de récolter de nouvelles pratiques, de nouvelles idées, des remarques, des questionnements, et encore faire évoluer ce modèle. Donc maintenant, on est en train de lire tout ça, d'analyser tout ce matériel récolté, de l'implémenter dans le modèle et on le transmettra aux équipes pour qu'elles puissent pleinement s'emparer du modèle finalisé, le faire vivre à travers leurs actions. Donc, en fait, les équipes vont recevoir un modèle de fonctionnement pour les centres PMS du 21e siècle. Le projet Darwin s'achève avec la publication de ce modèle de fonctionnement. Un autre projet verra peut-être le jour dans le prolongement. On n'en sait encore trop rien. Il est trop tôt pour en parler. Donc rendez-vous peut-être plus tard en 2024, si vous avez envie de voir ce qu'il est advenu de Darwin 21 et de son prolongement. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que les équipes PMS soutenues par la direction des centres PMS au sein du CEGEC ne cessent de se questionner sur leurs pratiques, sur leurs relations avec les écoles, sur leurs partenariats avec les services extérieurs, pour que le travail qu'elles effectuent quotidiennement au bénéfice de tous les élèves des écoles, tant dans l'ordinaire que dans le spécialisé, soit le plus porteur et le plus accessible possible.
une bonne façon de clôturer ce podcast. Là, je crois qu'on avait fait le tour du projet Darwin 21. Oui, je crois. Donc, merci Hélène d'avoir été avec nous pour toutes ces infos. Merci à toi, Gérald. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Je vous précise un peu comme d'habitude que vous pourrez évidemment retrouver toutes les infos sur le projet Darwin 21 dans la description de l'épisode. On mettra un petit lien. Ensuite, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à vous les auditeurs. Merci d'avoir encore été des nôtres dans l'heure de fourche. On se dit déjà dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.